Emmanuel Macron a été mal accueilli en Guyane, affrontement entre policiers et manifestants à Cayenne. Le président de la République avait dit en arrivant « Je ne suis pas le Père Noël, le temps des promesses est fini ». Est-ce qu'il y a eu un problème de dialogue immédiatement, Guillaume Larrivé, pour vous, entre le président de la République et les Guyanais? Je crois surtout que la République française ne doit pas céder au chantage, au rapport de force, à la pression. Le chef de l'État se déplace en Guyane, entendu, il ne doit pas céder à la pression, au chantage. Et je pense quand même qu'il y a un sujet là-bas de maintien de l'ordre public. Il est tout de même très surprenant, très choquant de voir que des barrages sont forcés et que des individus très organisés, en réalité, défient les forces de l'ordre. Vous comprenez le président de la République quand il dit ça, vous, Guillaume Larrivé? Je pense que le gouvernement, les autorités de l'État ne doivent pas céder au chantage et à des groupuscules. Voilà, on verra à l'issue. Donc le président ne cède pas quand il dit, comme un discours de vérité, je ne suis pas là pour faire des promesses, et des promesses qui ne peuvent pas être tenues par le gouvernement. Au-delà de la formule, nous verrons à l'issue de son déplacement à quoi sert en réalité ce déplacement. Vous savez, je me méfie beaucoup des formules à l'emporte-pièce et des postures de communication jupitérienne. On verra à la fin du déplacement ce qu'il en est vraiment. Qu'est-ce que le président de la République apportera ou pas à la résolution de cette crise guyanaise qui dure depuis très longtemps. Bernard Cazeneuve ne l'avait pas réglée, elle est encore là, cette crise guyanaise. Nous verrons dans quelques jours ce qu'il advient. Justement, à propos de formules à l'emporte-pièce, Emmanuel Macron, on a eu les illettrés de Gade, on a eu ceux de GMS qui foutent le bordel, entre guillemets, là, le Père Noël. Au fond, Emmanuel Macron, sait-il parler aux Français? Aime-t-il les Français? Il est le président de la République, ça ne vous a pas échappé. Mais je pense qu'il a depuis quelques mois déjà ce que j'appelle une sorte de tentation impériale, c'est-à-dire la tentation de concentrer absolument tous les pouvoirs, mais aussi tous les attributs des pouvoirs. Et il a parfois effectivement des facilités de langage, comme si le surmoi s'effaçait et si sa vraie personnalité émergeait avec souvent pas mal d'arrogance, c'est exact. Vous savez, il a été élu maintenant il y a 173 jours. Il lui reste très exactement 1261 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle de 2022. Je veux dire par là qu'il ne faut pas non plus se précipiter pour porter des jugements définitifs sur son action. Mais en tout cas, il y a un style néo-impérial qui est souvent effectivement très, très arrogant, avec la volonté de concentrer des pouvoirs, ce qui est parfois un peu préoccupant dans une démocratie moderne. Guillaume Larrivé, parlons un peu de la sécurité. Il y a une nouvelle caserne de gendarmerie qui a été victime d'un incendie. C'est à Méran, en Isère. C'est la 3e en quelques semaines. Le procureur de la République, le ministre de l'Intérieur, évoque peut-être l'hypothèse de groupuscules d'extrême gauche. Qu'est-ce qu'il faut faire contre ces groupuscules ? Alors d'abord, je constate en effet que les militaires de la gendarmerie nationale font l'objet d'agressions extrêmement préoccupantes. On cherche à s'attaquer à leur vie et à la vie de leur famille. Et ça n'est pas nouveau. Il y a eu cette agression cette semaine à Mélan, il y en avait eu il y a quelques semaines également dans l'Isère, ainsi qu'à Limoges. Ce matin, à votre antenne, je veux très solennellement appeler le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, à préparer la dissolution de groupuscules d'ultra-gauche qui prônent la haine anti-gendarme et anti-policier. Très concrètement, il faut que le gouvernement fasse application de l'article L212-1 du Code de la sécurité intérieure et prépare un ou plusieurs décrets en Conseil des ministres prononçant la dissolution de ces groupuscules d'extrême gauche. Parallèlement, il est nécessaire que le garde des Sceaux pilote la chaîne des procureurs et des parquets pour que des poursuites pénales extrêmement vigoureuses soient faites à l'endroit de ces groupuscules extrêmement organisés qui sont dans une logique insurrectionnelle et séditieuse. Disons les choses telles qu'elles sont. Il y a une idéologie d'ultra-gauche extrêmement structurée qui veut s'attaquer aux policiers, aux gendarmes, à la vie des Françaises et des Français dont la mission est de nous protéger. Pascal Jabert. Plus généralement, comment recréer du respect, comment retisser un lien entre une partie de la population et puis les forces de l'ordre. Est-ce qu'au fond, la police de proximité ou la police du quotidien, n'est pas la bonne solution? Alors, pardon, mais ça n'a strictement aucun rapport. Non. Le vrai sujet immédiat, c'est le maintien de l'ordre
de l'ordre public et le respect de la loi. Pour ça, il faut appliquer la loi. Et pour ça, il faut aussi qu'il y ait un vrai ministre de l'Intérieur à Beauvau. Parce que je veux le dire aussi ce matin à votre antenne. Moi, je ne suis pas sûr du tout qu'on ait aujourd'hui, place Beauvau, un ministre de l'Intérieur totalement engagé. On a un ministre de l'Intérieur... Qu'est-ce que ça veut dire totalement engagé? Il est totalement engagé dans sa charge. Ça veut dire qu'on a un ministre de l'Intérieur qui est dans une large mesure à temps partiel, ça veut dire qu'on a... Expliquez-nous. Expliquez-nous. Je n'ai pas la conviction, depuis quelques mois, que Gérard Collomb soit totalement engagé dans sa tâche. Vous savez, Gérard Collomb est un grand notable, presque congelé dans les années 80-90, qui applique un logiciel extrêmement daté. Il faut savoir qu'il était député déjà il y a 36 ans, il a été formé sous les années Mitterrand, et il a le logiciel de sécurité publique des années Jospin. Il se passe des choses dans votre mouvement politique. Guillaume Larrivé, il ne sont plus que 3 sur la ligne de départ pour la présidence donc de ce parti. La candidature de Daniel Fasquelle n'a pas été retenue par la haute autorité des Républicains. Est-ce que vous vous dites un de moins ou est-ce qu'il va vous manquer ? Non, ce que je veux surtout retenir, c'est qu'enfin, on va avoir au mois de décembre une équipe dirigeante des Républicains pour reconstruire, il y a plus de 3 candidats quand même. réorganiser. Est-ce que c'est un problème ou pas ? C'est très bien qu'il y en a 3. Il y aurait pu en avoir 4, 5, 2. C'est un détail pour vous. Oui, absolument. C'est totalement secondaire. Ce qui compte, c'est que le 10 ou le 17 décembre, on aura une nouvelle équipe dirigeante et on en a pour vous, c'est que Laurent Wauquiez soit élu, c'est ça ? Je suis totalement allié avec Laurent Wauquiez et mobilisé pour qu'il prenne la présidence des Républicains. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de la droite. Et la droite, c'est quoi ? Je voudrais essayer de la qualifier ce matin avec vous. Je pense que nous devons être, nous la droite, le parti de la reconstruction nationale, c'est-à-dire le parti à la fois de la continuité historique et des innovations positives. Ça peut paraître une formule, mais il y a quelque chose. Continuité historique, il faut que la France reste la France. Nous sommes le parti de la nation. Voilà. Là où Emmanuel Macron est probablement le président d'individus mondialisés, mais je pense qu'il est un président presque post-national. Nous devons être, nous, et on a tout un travail de refondation idéologique à faire, nous devons être le parti de la continuité historique, le parti de la nation. Et on doit aussi être le parti des innovations positives. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se saisisse de sujets de modernisation. Je pense par exemple à ce qui concerne l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on utilise, au fond, comment est-ce qu'on fait face à ce grand défi technologique de l'intelligence artificielle. Vos adhérents, vos militants, ceux qui votent pour vous, vous croyez vraiment qu'ils vous attendent sur l'intelligence artificielle ? Mais ça n'est pas la question. Moi, ce que je pense, c'est que c'est à nous de montrer un chemin. C'est à nous de montrer un chemin dans les années qui viennent. Bien sûr qu'il faut s'occuper... Est-ce qu'ils ne vous attendent pas plutôt sur les questions de l'assistanat ? Bien sûr qu'il faut s'occuper, par exemple. Michael Zamez, bien sûr qu'il faut s'occuper de tous les sujets qu'évoque Laurent Wauquiez, la préoccupation centrale pour les classes moyennes, bien sûr, la fracture territoriale, la nécessité de respecter beaucoup mieux ceux qui travaillent durement, et je le dis aussi comme député rural. Mais il faut parler à tous les Français. Et il faut aussi s'intéresser à ces innovations positives, à la question de l'intelligence artificielle, à la question de la prise en compte du défi écologique. On doit avoir à droite aucun sujet tabou, aucun sujet interdit. On doit être un parti total dans les préoccupations et dans les solutions qu'on prépare pour l'avenir. Et pour ça, on a besoin, je m'arrête là, de travailler dans la durée. Le mois de décembre, l'élection de Laurent Wauquiez, c'est le début de la reconstruction. C'est pas la fin du processus. On est au tout début de la reconstruction idéologique, pratique, politique de la droite française au service des Français. On voit bien dans les enquêtes d'opinion que quand même une bonne partie de vos électeurs, voire des sympathisants de droite, approuvent des mesures qui sont prises actuellement sur la loi travail, sur la fiscalité. Oui, mais... Quel est le message pour ces adhérents quand vous tapez sur le gouvernement Macron alors qu'ils approuvent une partie de ce qui se passe actuellement? Monsieur Jalabert, il faut, à mon avis, deux sortes de réponses. Premièrement, il ne faut pas confondre le statique et la dynamique, c'est-à-dire la photo à l'instant T. Moi aussi, je suis député républicain, il m'arrive à l'instant T d'être d'accord. Si Emmanuel Macron dit l'eau bout à 100 degrés, eh bien l'eau est bout à 100 degrés. Moi, je parle de mesures concrètes. Et donc, très concrètement, moi, j'ai aucun problème à voter la ratification des ordonnances sur le Code du travail. C'est un ensemble de mesures techniques, d'ajustements qui ont été préparées, qui s'inscrivent dans la continuité d'ailleurs de ce qu'on avait pu faire il y a quelques années avec Éric Woerth et d'autres. Voilà, ça pose pas de problème, je l'ai déjà dit. On peut avoir quelques convergences techniques, comme on en avait eu autrefois d'ailleurs avec parfois d'autres gouvernements. Lorsqu'une mesure va dans la bonne direction, on n'a aucune difficulté à l'approuver. Mais les grandes orientations, eh bien là, on a des vraies différences. Lorsque Emmanuel Macron, par exemple, évoque ce qu'il appelle la souveraineté européenne, c'est-à-dire au fond la dissolution de la nation dans un ensemble continental, là, ça n'est pas du tout mon approche. Moi, je crois profondément à la vigueur et à l'avenir de l'État-nation
et aux coopérations avec d'autres États-nations en Europe. Ce n'est pas du tout la même chose que l'idée d'un effacement post-national et d'une dissolution, au fond, de la France dans ce que le président de la République appelle la souveraineté européenne. Ça, c'est une différence majeure dans le rapport à ce que doit être l'Europe. Différence majeure aussi dans le rapport au territoire. Et je le dis ici au Palais du Luxembourg, au Sénat. J'ai la conviction que le président de la République actuelle méprise les territoires ruraux. Et je le dis comme député de la Puisée, député de Bourgogne, député de Lyon. Méprise. Le oui, mot fort, oui, je le ressens vraiment comme ça. Il y a un prisme métropolitain, au fond. Il est, par sa formation à Bercy, par sa culture, par son entourage, l'homme d'abord des métropoles, alors que nous, à droite, on veut être on a même l'impression qu'il y a un procès en des hommes politiques d'équilibre. Aujourd'hui. Non, il est naturellement légitime, il a été élu. Mais sur le fond, nous pensons que la France ne doit pas devenir une espèce de manteau d'arlequin avec des métropoles mondialisées et à côté une sorte de no man's land périphérique. Nous pensons qu'il doit y avoir un équilibre. Par exemple, dans mon département de Lyon, on a à la fois une identité extrêmement rurale, on est proche de l'Île-de-France, proche de la métropole. Il faut qu'il y ait une interaction entre les deux, mais on ne veut pas être considéré comme une périphérie qui serait laissée à l'abandon avec des baisses de dotation, avec des reculs de services publics, avec toujours pas d'Internet à haut débit, toujours pas de téléphone portable partout, etc., etc. Nous voulons en réalité une nation unie, une nation égale, une nation libre, mais une nation, c'est-à-dire un collectif national, et pas les métropoles versus la périphérie abandonnée. Alors, vous voulez cette clarté, donc, qui vous différencie avec Emmanuel Macron. Laurent Wauquiez a dit qu'il faut que la comédie cesse par rapport aux exclusions d'actuels ministres ou de députés qui soutiennent cette politique. Bien sûr. Comment expliquez-vous cette difficulté à exclure des ministres et des députés ? Eh bien, la difficulté, c'est qu'il faut qu'une nouvelle génération autour de Laurent Wauquiez dirige les Républicains. Et quand je dis dirige les Républicains, il y a le mot dirige dedans. Voilà. Il faut une direction. Depuis le mois de juillet, il n'y a pas de direction aujourd'hui. Il y a une direction. Il y a une direction très provisoire qui fait ce qu'elle peut. Je ne jette absolument pas la pierre à Bernard Accoyer. Il a voulu respecter les statuts. Ce que je pense, c'est que cette histoire des constructifs, entre guillemets, aurait dû être réglée évidemment dès le mois de juillet, pas pour une raison sectaire, mais pour une raison très simple. Quand on est le patron de la majorité, Édouard Philippe est un homme respectable, il est le Premier ministre, il est le chef de la majorité, mais il ne peut pas être dans le premier parti d'opposition. C'est aussi simple que cela. Toutes les démocraties au monde fonctionnent de la sorte, et donc cette clarification, elle aurait dû être faite dès le mois de juillet. Ça nous éviterait de perdre notre temps ce matin à en parler, parce que c'est évidemment un sujet qui devrait être derrière nous et qui sera derrière nous dans quelques jours. Que les Français ne comprennent pas. C'est un irritant et je comprends leur incompréhension. Ok ?